Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2, ensemble. Toute génération. Préparation de cette journée qui va avoir lieu le 17 janvier prochain, samedi, pas celui qui vient, mais le suivant, en présence donc d'Edoui Plenel, fondateur de Mediapart, et de Tariq Ramadan, enseignant, professeur islamologue, sur ce thème qui aujourd'hui est plus d'actualité que jamais. C'est l'éducation, le droit à l'insertion pour tous et la difficulté de la jeunesse musulmane de France. Nous vivons des heures sombres dans ce pays depuis maintenant, depuis 48 heures, on peut dire depuis hier et aujourd'hui. Les heures sont longues quand il y a un drame. La société française bouge et à mon sens, elle bouge pour se reconnaître parce que dans ce pays, ce genre de débat qui va être organisé dans quelques jours est un débat à la fois lancinant et quelque part occulté. C'est celui qui parle toujours de la température en faisant référence au thermomètre qui prend la température sans se poser la question pourquoi on a la fièvre. Avec Christophe Roux, ce soir, donc, nous allons avoir plusieurs invités qui sont les organisateurs de cette journée du samedi. Nous aurons comme ça, avec nous tout au long de la soirée M. Belkacem Amitouche, qui est président de l'association Action pour un monde sans frontières. Il sera accompagné de plusieurs intervenantes et intervenants que nous citerons donc au fur et à mesure tout au long de la soirée. Christophe ? Oui, en direct effectivement de ce superbe endroit qui est la table servie à Corbeil-Essonnes avec Belkacem Amitouche. Bonsoir Belkacem. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à tous les auditeurs de France Maghreb. Et merci de nous accueillir un petit peu quelque part chez vous, c'est un petit peu chez vous. Merci ici. à vous d'être là pour nous. Voilà. Alors Belkacem, évidemment, on a eu l'occasion déjà d'en parler à nos auditeurs, mais ceux qui n'ont pas encore eu l'écho de cette superbe journée dont Tariq vient de faire référence, à savoir le 17 janvier prochain, cette conférence avec deux personnalités de prestige que sont Tariq Ramadan et Edoui Plenel. D'abord, peut-être un petit mot au vu de ce qui s'est passé hier. Vous avez peut-être une petite réaction en tant que citoyen déjà ? Oui, alors là, pour dire, enfin vraiment, j'ai vraiment pas de mots pour dire ce qui s'est passé par rapport à hier. On est vraiment perdu. On ne sait pas ce qui s'est passé. C'est malheureux. Il n'y a pas de mots pour dénoncer en fait ce qui s'est passé hier. On est en plein chaud. Ouais. On peut pas décrire ça. Voilà, on est en train de vivre ça, mais on va prendre un peu de recul pour comprendre ce qui s'est passé. Mais là, on est en plein choc. Voilà. Belkacem, cette journée conférence, finalement, va ouvrir un débat qu'on aurait déjà dû ouvrir il y a un certain nombre d'années, à savoir la jeunesse. Ça va être un des thèmes principaux, et pour en parler, deux personnalités de renom, mais pas seulement, il y aura d'autres intervenants. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez présenter à nos auditeurs qui nous écoutent à travers la France, depuis Marseille jusqu'au Havre, en passant par Paris, Reims, etc., votre association APMSF? Alors l'association APMSF a été créée en 2010. C'est une association loi 1901. Le but principal de cette association, c'est la lutte contre les inégalités et propager le vivre ensemble. Donc nous, par contre, par rapport au profil de public que nous on cible, c'est un profil très spécifique. C'est des jeunes qui sont en rupture avec la société. C'est des jeunes qui ne fréquentent pas les institutions de l'État, qui vivent à la marge de la société. Donc, sachant qu'il y a beaucoup de structures qui existent, il y a les missions locales, il y a les pôles emploi, il y a l'État fait son rôle, fait ce qu'elle peut là-dessus. Mais nous, on ne fait pas une institution étatique ou autre bis. Vraiment, c'est très spécifique ce qu'on fait. On est avec un public des fois qui sont dans l'extrême, en grande difficulté, qui sont très très loin de tout. Voilà, c'est ce qui fait un peu très spécifique chez nous. On arrive à le faire pour l'instant, et voilà. En tout cas, c'est ce public qu'on nous on cible.
Belkacem, au travers de cette journée que vous organisez, que votre association organise, l'association APMSF, pourquoi avoir choisi ces thèmes, en l'occurrence la jeunesse, l'avenir de demain? Est-ce que c'est un thème qui visiblement parle à beaucoup de gens autour de vous, que vous avez pu rencontrer? Est-ce que c'est des thèmes qui ont une nécessité d'être abordés et pas n'importe comment? Et pour ce faire, vous avez contacté des personnalités de renom. Est-ce que c'est un choix de votre part que d'avoir réuni Tariq Ramadan et Edoui Plenel? Alors, nous, pourquoi on a choisi ce thème-là? Ça fait plusieurs années qu'on le dit, on n'arrête pas de le dire voilà, parce que nous, on est assez présents sur les quartiers populaires, et ces quartiers-là, en fait, rassemblent un grand nombre de communautés musulmanes. Et aujourd'hui, quand on va à la rencontre des jeunes, on sent qu'il y a quand même un malaise. Donc nous, sur les jeunes que nous, on suit chez nous en interne, on le voit bien. Alors 9 sur 10 de jeunes que nous, on suit, c'est des jeunes musulmans identifiés comme tels. Donc on sent que ils sont concernés, en fait. Voilà, c'est ceux-là qu'on a, nous, sur notre chemin, qui sont à la marge de la société, qui sont loin de tout. Et ils n'ont pas l'accès à tout. Donc nous, on a choisi aujourd'hui, jusqu'à là, on était un peu silencieux. Mais là, on peut pas être, on peut pas, il faut à un moment donné le dire, voilà, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, une recherche d'identité. Ces jeunes-là, je veux dire, il faut s'en occuper. Aujourd'hui, il faut que l'État, il faut que les citoyens, il faut que tous les Français, il faut qu'on les regarde au jour d'aujourd'hui. C'est pas possible. Vous êtes en direct sur France Maghreb 2, toujours donc dans le cadre de la préparation de cette journée du samedi. Monsieur Amitouche, quand on regarde un écran de télévision, quand on est chez soi ou à la maison et qu'on met une radio pour écouter, des fois on se pose la question, comment cette radio, cette télévision a pu mettre sur le même plateau des personnalités, un tel ou un tel. Comment vous avez pu, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir des personnalités aussi distinctes que M. Plenel d'un côté que M. Tariq Ramadan, quand on sait la campagne qui a eu lieu pendant des années contre M. Ramadan, y compris avec un livre, frère Tariq, et donc on pourrait penser que ces deux personnes seraient aux antipodes de la réflexion philosophique et politique en France. Quelqu'un qui est plutôt connu comme de gauche, Plenel, avec une carrière qui vient de l'extrême gauche dans sa jeunesse, et quelqu'un de l'autre côté qui est plutôt dans une trajectoire dite religieuse, spirituelle, philosophique. Comment vous avez fait le choix d'abord, et comment ça s'est passé, ces prises de contact? Est-ce que ces deux personnes se sont déjà retrouvées, ou est-ce que ça va être une première grâce à votre association pour amener, j'allais dire, ce qui peut apparaître a priori comme deux visions du monde à s'être sur le même plateau dans votre réunion? Alors ce que j'ai envie de vous dire, c'est que les deux personnalités là font référence à leur parcours. Alors Edoui Plenel, qui est un grand journaliste connu pour ses positions, j'ai l'impression que moi je me retrouve dans les mots quand il parle des musulmans, j'arrive à comprendre facilement. Il a le courage de dire beaucoup de choses que beaucoup de Français ne disent pas. Moi j'aime bien en lui ce courage, son engagement, et j'ai appris en lui... Je rappelle juste pour l'histoire qu'il avait écrit un livre qui s'appelait « Temps de chien », oui. Parce que Mitterrand, à la suite des suicides, de la mort de M. Bérégovoy, dans un grand discours, avait qualifié de fait les journalistes de ceux qui sont des chiens, qui se jettent sur les gens. Et c'est à partir de ce moment-là où on a vu apparaître effectivement cette personnalité de M. Plenel, qui vient de sortir, comme tout le monde sait, un dernier livre qui s'appelle « Pour le musulman de France », qui a comme préférence principale Émile Zola, le J'accuse, et l'histoire des discriminations dans ce pays. Au XIXe siècle, c'était les Juifs. Oui. Maintenant, c'est les musulmans. Lui-même parle de sa grand-mère bretonne. Donc, est-ce que vous vous êtes retrouvé dans cette trajectoire pour aller le chercher? En fait, moi, avec Edoui Plenel,
c'est cette comparaison. Enfin, j'ai pas envie de parler trop de son livre pour les musulmans. Il y a juste peut-être un point que j'ai dans son livre, ou peut-être on va aborder ça à la conférence, c'est un petit côté de victimisation de la communauté musulmane. Bon, moi, j'ai eu beaucoup de retours. Beaucoup de gens me disaient, mais attendez, pourquoi un non-musulman qui parle à notre place, nous, on ne sait pas parler, on ne peut pas dire les choses. J'ai eu un peu de tout. Pourquoi Edu Plenel? Moi, je dis toujours, je répète, j'aime bien son courage. Ses positions, c'est pas n'importe qui a osé. Il y a Edgar Morin aussi, qui dit les choses bien comme il faut, un grand homme. Mais après, je sais que je laisse le temps à cette conférence pour découvrir, pour ceux qui connaissent pas Edu Plenel. C'est vrai que moi, quand je regardais nos affiches, nos tracts, nos flyers, tout ça, je parlais, je disais, mais les gens regardaient Tariq Ramadan, on connaît, mais Edu Plenel, c'était un peu le gars qui était transparent à côté. On sait qui lui, on le connaît pas, le moustacheux qui est là, mais c'est qui ce monsieur? Voilà, je dis Edu Plenel, mais beaucoup de musulmans le connaissent pas. Voilà. Donc du coup, j'ai envie que les musulmans écoutent un non-musulman qui est là pour dire sa vision, comment il voit les choses. Et c'est très intéressant pour nous. Donc c'était une volonté, visiblement, que de réunir ces deux personnes. Oui. Parce que c'était ça la question. C'était ça. En fait, l'idée, c'est d'écouter un musulman, Tariq Ramadan, qu'on connaît tous. Ouais. Et à côté, c'est pas de créer un équilibre, mais d'avoir un non-musulman à côté, voilà, avoir l'avis des uns et des autres. Parce que nous, au bout d'un moment, on ne voulait pas faire un événement communautaire. Là, on est là entre musulmans, entre nous, et on discute de l'avenir des musulmans. Voilà, Edu Plenel, on aimerait bien aussi avoir son côté, qu'est-ce qu'il en pense aussi. Belkacem Amitouche, pour rester avec nous, on va accueillir dans un instant une première intervenante pour la suite sur France Maghreb 2. On rappelle qu'on est en direct du restaurant La Table Servie à Corbeil-Essonnes dans le 91 avec Belkacem Amitouche pour parler donc de la tenue de cette conférence qui aura lieu le 17 janvier prochain. Ça se passe à Brétigny-sur-Orge, à la salle de 91. On va rappeler à monsieur Amitouche tout à l'heure aussi parce qu'il y a eu des légers changements par rapport aux tarifs. On va en parler aussi parce que c'est important. Voilà, c'est parfait, impeccable. Voilà, les auditeurs peuvent apprécier votre voix et vos propos, c'est ce qui est important. Très bien, merci. Je vous remercie beaucoup. Donc, je voulais dire au nom de tous les membres de l'association APMSF combien nous avons été totalement bouleversés par les derniers événements de ces derniers jours. Ouais. En tant que citoyen d'abord, en tant qu'être humain tout simplement, et que nous avons bien sûr pensé que cette journée que nous organisons prochainement sur les problématiques que rencontrent les jeunes musulmans de France était plus que jamais d'actualité, comme vous l'aviez dit en tout début d'émission. Ouais. Et pour nous, c'est vraiment très important qu'elle puisse se dérouler et dans de très bonnes conditions. Voilà, je vous remercie donc de nous donner cette opportunité de... C'est vrai que cette conférence, j'allais dire, malheureusement, entre guillemets, tombe très bien. Est-ce que ça va être le moment d'aborder aussi des réels problèmes qui reviennent à la surface au travers de ce qui apparaît dans l'actualité ? Oui, tout à fait. Oui. Donc, nous, ça fait longtemps que ces questions-là nous préoccupent. Il faut bien le dire, parce que c'est le quotidien aussi de l'association. Donc, moi, je suis une simple militante associative. J'accompagne Belkacem et tous les autres membres de l'association depuis longtemps. Et donc là, je tenais à redire un petit peu quels étaient les objectifs de cette association qui lutte bien évidemment contre les inégalités. Ça, c'est le fondement même de l'existence de cette association, mais également qui essaye de travailler au vivre ensemble. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et puis nous avons aussi, nous essayons aussi de décloisonner. Si possible, lutter contre le cloisonnement social. D'où le nom de APMSF, pour un monde sans frontières. Et ce sont des frontières qu'on peut avoir dans nos têtes, dans nos sociétés, à tous les niveaux. Des frontières invisibles, mais qui sont bien réelles, malheureusement. Et donc, c'est tout ce travail-là qu'on va essayer de traduire par des activités, par des actions. Et parmi les actions qu'on mène en priorité, donc en direction de ces jeunes qui sont les plus en difficulté dans certains quartiers, dans certaines zones, il s'agit pour nous de réussir à les intégrer
économiquement, parce que c'est quand même une des difficultés principales qu'ils rencontrent, alors qu'ils accumulent bien d'autres difficultés par ailleurs. Et du coup, nous avons aussi des actions qui prennent les difficultés de ces jeunes dans leur globalité, dans leur totalité. Et nous avons aussi développé des volets liés à l'aspect éducatif, des volets pour les aider sur le plan social également, pour les aider à dépasser toutes ces barrières qui bloquent pour eux leur avenir. Alors justement, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être pas, si ce n'est peut-être au travers de leurs enfants, etc., mais quand on habite des quartiers, j'allais dire populaires, quels sont les principaux problèmes qui vous reviennent en tout cas, quand on parle de la jeunesse aujourd'hui? Quel est son réel problème? Alors je vais laisser parler Belkacem, qui connaît très 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 bien le terrain, puisque c'est aussi son métier, et qu'il est sur le terrain depuis de nombreuses années aujourd'hui. Vous laissez parler de manière plus précise de ces difficultés que rencontrent ces jeunes. Alors, je rappelle juste que vous êtes... Oui, c'est important. Oui. Nous sommes donc d'abord avec l'association... Changer de micro, Tariq, parce que celui-là marche pas. Ah ben donc c'est bien le micro qui est un peu fatigué, c'est pas moi, ça va. Voilà. Donc je rappelle que nous recevrons tout à l'heure également d'autres associations qui interviennent donc ce soir avec nous. L'association Oriente-moi, l'association Omwa Work, l'association d'entraide et de solidarité. Et nous aurons tout à l'heure donc une courte intervention d'un imam qui tourne en Ile-de-France, de monsieur Jamel Ziari. Voilà, donc je vous repasse le bon micro. Alors, est-ce qu'il marche ce micro? Allez-y, monsieur. Oui, alors Voilà. Ah oui, d'accord. Juste pour répondre à votre question, dans notre environnement, nous, on a deux groupes de jeunes. On a la majorité des jeunes sur les quartiers que nous on rencontre. On les appelle les déterminés. Ces jeunes-là, ils savent qu'à un moment donné, c'est pas facile de réussir. Ils savent qu'à un moment donné, ils ont beaucoup de freins qui les attendent. Ils savent qu'il y a cette difficulté qui est là. Ils se disent, on va se donner les moyens, on va s'en sortir, on va se battre tous les jours. La discrimination, moi, je vais laisser de côté. Je vais avancer avec tous les moyens que j'ai. Je vais faire tout pour réussir. Ça, pour dire franchement, c'est la majorité. Voilà. C'est beaucoup. Ce qui est rassurant. Hein. Voilà, c'est la majorité, il faut le dire. Sur les quartiers, il n'y a pas que des gens qui brûlent des voitures, mais la majorité des jeunes, ils veulent s'en sortir. Après, il y a une autre catégorie, un autre groupe de jeunes, on a parlé des déterminés. Il y a l'autre groupe que nous on cible, c'est les fatalistes. Nous, on les appelle comme ça. Ces jeunes-là, ils sont là à dire, bon, de toute façon, c'est mort, je ne peux pas m'en sortir. Là, la société est contre moi de toute façon. Je vais dans les missions locales, je vais dans les institutions de l'État. Les portes sont fermées, c'est très long. Je vais m'en sortir avec les moyens du bord, avec moi ce que je sais faire. Voilà, je vais faire. Ils s'orientent souvent vers des chemins illicites. Voilà. Oui, ils se tournent vers le trafic illicite. C'est très facile d'accès quand on habite un quartier populaire. On le sait, malheureusement, c'est pas un cliché. Hein. Du coup, ces jeunes-là, ils vont vers la dérive et ils ont une colère. Ils mettent toute leur colère contre la société. Et au bout d'un moment, ils trouvent personne pour débattre, ils sont dans la provocation, ils nuisent à tout le monde autour, à tout l'environnement, y compris eux qui sont rejetés systématiquement parce que tout le monde pense que c'est des jeunes, ils sont là pour donc du coup il y a cette sphère qui est installée. Nous, quand on va sur les quartiers, on a la force de débattre avec eux, d'être dans le lien de confiance avec eux. On sait comment leur parler, on connaît les codes. Donc ça c'est pas un problème pour nous. Mais une question qui me vient là tout de suite, est-ce que les déterminés, comme vous les qualifiez ainsi, finalement n'arrivent pas peut-être à influencer les fatalistes? Non, en fait... Parce que ça peut être un bon exemple, que d'être déterminé, puis de réussir, et puis de montrer finalement que il a tort, qu'on peut s'en sortir, et que c'est pas parce qu'on vient d'un quartier populaire et d'une cité, et là les exemples ne manquent pas, ça n'empêche pas de rentrer à Sciences Po et de faire des grandes études. Hein. Oui, le problème c'est que...
pour certains jeunes, c'est personnel en fait. Voilà, il y a beaucoup de jeunes. Les jeunes, ils se ressemblent pas tous. C'est vraiment très personnel. Chacun sont différents tous. Chacun a sa notion comment il voit la réussite. Il dit, moi, j'ai pas forcément envie d'aller dans les grandes écoles. Ouais. Moi, j'ai un projet et sur son parcours, personne n'était là pour l'aider, pour l'orienter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, regardez autour de nous les associations qui travaillent avec nous. Oriente-moi. Rien que le nom, il vous dit quelque chose. Enfin, oriente-moi, c'est on est dans l'orientation des jeunes. On frappe. Alors ça dépend, ça dépend dans quel cadre, parce que moi je me souviens à l'époque, les conseillers d'orientation, c'était pas toujours les. Ah non, on n'est pas dans ce cadre-là. C'était pas forcément les meilleurs sur le coup. Je vais laisser Abdelkrim tout à l'heure présenter l'association Oriente-moi. On est vraiment, on anticipe l'échec scolaire. On est vraiment dans une phase où. Et en parlant d'échec scolaire, est-ce qu'il y a un lien peut-être à faire aussi au niveau de la structure familiale? Est-ce qu'elle est importante aussi au travers des exemples que vous avez autour de vous? Vous parlez de la famille, c'est ça? Oui, c'est ça, la structure familiale. Au jour d'aujourd'hui, je pense que la famille, c'est important que en fait, elle s'occupe de l'éducation de leurs enfants, mais je pense que la société aussi, elle a un rôle important aussi. Au bout d'un moment, nous, on a des exemples de parents qui sont complètement démunis, ils n'arrivent pas avec leurs enfants. Des missionnaires. Ah oui, on en a plein d'exemples comme ça. Je me dis, il faut pas les laisser seuls. Au bout d'un moment, c'est pas qu'à la famille de faire ce travail-là, il faut les soutenir, ces familles-là. Beaucoup de mamans, beaucoup de papas, ils sont vraiment démunis face à un comportement. Au bout d'un moment, voilà, ils n'arrivent pas avec leurs enfants. Ouais. Et quels sont les quartiers dans lesquels vous intervenez, Belkacem, à peu près, pour situer? Alors, on a commencé par les quartiers, comment on dit, j'aime pas ça, mais les zones urbaines sensibles, voilà. Dans l'Essonne, Corbeil-Essonne, Tarteret, voilà, Montconseil, la Nacelle, l'Ermitage. Ouais. Après, on s'est retrouvé un peu à s'étaler un petit peu dans l'Essonne, sur les autres zones urbaines sensibles. Grigny, par exemple. Grigny, c'était une situation Massy, un peu dramatique, Grigny. Voilà, oui, voilà. Donc sur Massy aussi. Donc il y a toutes les communes où il y a des zones urbaines sensibles. On a eu des situations, voilà, où les gens ils viennent nous voir, Belkacem ou Abdou ou Iskander ou je ne sais pas qui. Enfin, toute notre équipe, de dire voilà, lui, il a ça. Est-ce qu'on peut l'aider? On peut avancer avec lui. On peut faire quelque chose pour lui. Alors ça tombe bien parce que c'est vraiment moi un thème qui me touche particulièrement. Est-ce que vous travaillez en étroite collaboration avec les structures de l'État ou vous faites ça de manière isolée? C'est rien ou je ne sais pas qui. On est là pour être en complémentarité avec eux. C'est-à-dire, on sait que c'est difficile. La mission, elle est difficile. Mettre quelqu'un en emploi aujourd'hui ou en formation, alors là, on ne parle pas des jeunes. Là, les jeunes, c'est un cas encore difficile. C'est très difficile. Donc maintenant, nous, on est là pour travailler ensemble. Moi, ce que je dis aux missions locales aujourd'hui, c'est que dites-nous les jeunes qui ne vous fréquentent pas, qui ne viennent pas vous voir. Ils ont un logiciel qui s'appelle le P3. On regarde, on tape dedans, vous allez voir qu'il y a des jeunes, 6 mois, on ne les a pas vus. Et ces jeunes-là, pourquoi ils sont en rupture avec les institutions? On a étudié ça, on a même fait des analyses, vraiment, c'est très précis ce qu'on leur dit. Vous avez un jeune en face de vous, en tant que conseiller, le conseiller pose la question au jeune, il dit, qu'est-ce que tu as envie de faire dans ta vie? Il ne sait pas. Donc maintenant, nous, on dit au conseiller, stop, ça ne sert à rien. Maintenant, vous mettez dans n'importe quel dispositif. Aujourd'hui, on sait que ça va être long, ça ne va pas marcher. Remobiliser, donner envie à ce jeune, ça prend du temps. Alors, donner envie à ce jeune de s'en sortir. De l'aider à monter un projet, par exemple. Monter un projet. Ouais. Le jeune, il arrive, il dit, je ne sais pas. Soit il est poussé par le juge, soit il est poussé par une situation très personnelle ou très compliquée. Il ne sait pas trop. Il est là, soit c'est un appel au secours, il est là juste pour savoir est-ce qu'ils peuvent finalement faire quelque chose pour moi. Ils testent. C'est des gamins, enfin, c'est des jeunes. Voilà, au bout d'un moment, le conseiller, lui, ils ont une façon très carrée de fonctionner. Je pense que par rapport à certains jeunes, elle n'est pas adaptée. Moi, j'appelle ces institutions à adapter leurs pratiques et évoluer et avancer là-dessus et travailler en complémentarité. C'est vraiment très constructif ce qu'on essaie de. Alors, vous qui êtes sur le terrain, Belkacem, est-ce que vous êtes de ceux qui disent finalement l'État a laissé ces quartiers à l'abandon? Oh non, je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça. On construit pas si je dis ça. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de politiques qui sont passées. Ça fait 30 ans que ça dure. Chacun a apporté quelque chose. Maintenant, ils ont laissé, ils ont pas laissé. Pourquoi vous voulez que je revienne en arrière? Je reviens pas en arrière. Moi, je parle d'avenir. Maintenant, dorénavant, moi, ce que je dis. Attends, je vais préciser ma pensée parce que on parle d'un cas précis qui est Corbeil-Essonnes. Avant qu'il y ait tout un projet de reconstruction de ce quartier des Tarterets,
C'était un quartier, franchement, vous n'avez pas envie de vous balader tranquillement à 22h le soir. Non, faut pas dire ça. Ah bah je le dis sincèrement. Non. Moi, je suis pas d'accord. Aujourd'hui, vous n'êtes pas d'accord, mais je peux vous assurer, on prend quelques exemples, on peut demander à n'importe qui. Ouais. 22h, à l'époque, je parle de l'époque. Maintenant, ça a changé. Mais peut-être. Mais c'est vrai qu'il y a l'urbain, il fait beaucoup aussi. Hein. Oui. Il y a des problèmes de violence et il y a des problèmes. Enfin, oui, je vais pas dire non, mais au jour d'aujourd'hui, je me dis. Si on continue à dire attention, là-bas, attention, c'est zone urbaine sensible. Si on passe là-bas, il nous arrive un truc, mais on va pas s'en sortir. Au jour d'aujourd'hui, il faut faire en sorte que les choses changent. Il faut être dans la médiation. Je pense qu'il faut pas stigmatiser parce que déjà le fait que nous, je parle de dispositif de l'État, là où on place. Les zones, on les appelle zones urbaines sensibles, ZEP, machin, tout ça, ça stigmatise. C'est vrai que l'idée, c'est d'apporter plus de moyens aux jeunes et aux citoyens pour s'en sortir. Et là, on a vu tout de suite que ça stigmatise plus que ça rend service, ce système-là. Et il y a eu des moyens, des milliards d'euros qui ont été pompés dedans. Mais ça a apporté quoi ? Enfin, là, c'est là le problème. Est-ce que le problème, c'est un problème de moyens, c'est un problème de pratique, un problème de volonté de politique pour faire quelque chose. C'est tout un. Nous, on a fait un diagnostic assez précis là-dessus. On sait ce qui se passe. Hein, sincèrement, maintenant, on appelle tout le monde. On dit que tous les citoyens au niveau des quartiers. Encore une fois, on dit zone urbaine sensible. L'État, sans les citoyens, ils peuvent vraiment rien faire. Parce que depuis 30 ans ils essaient de faire seuls. Et les citoyens sans l'État, ils peuvent rien faire. Nous sommes toujours donc en direct sur France Maghreb 2, dans le cadre de la préparation de cette journée de 17 janvier. En fait, 2 mots doivent nous retenir dans ce débat et dans cette réflexion. D'une part, c'est l'éducation. D'autre part, c'est la jeunesse. En clair, la question qui se pose, c'est comment permettre à cette jeunesse de se retrouver dans ce pays avec une perspective d'avenir. Les différents plans pour les banlieues, pour les zones sensibles, ont été réfléchis par des techniciens dans des ministères et à mon sens, il n'y a pas eu des allers-retours entre la société civile, les associations locales. Si tout le monde a le même objectif, améliorer la situation de tous, c'est cette pratique qui se pose aujourd'hui, qui est posée en question. Et nous allons recevoir dans quelques minutes donc cette question qui me taraude sur l'orientation scolaire. Je suis moi-même père d'enfants. Oui. J'ai une belle trajectoire, j'allais dire, en termes d'éducation, de formation, d'université. Et des fois, je me dis, si je connaissais la France quand j'ai débuté ma carrière universitaire, probablement que j'aurais changé 1 ou 2 paramètres, parce qu'aujourd'hui, il y a des espèces de grandes lignes que sont sciences politiques, l'ENA et certaines grandes écoles qui permettent, en fait, quand on met le doigt dans l'engrenage, d'avoir une espèce de vision sur les 30 ans, sur les 40 ans qui viennent. Est-ce que les jeunes, aujourd'hui, ont cette capacité? On va appeler donc Monsieur Abdelkarim El Genfoud. J'ai été surpris la première fois où j'assiste à une réunion d'orientation où les professeurs, les éducateurs et le proviseur, probablement de bonne foi, conseillent aux parents de mettre leurs enfants dans des filières courtes. Pour les garçons, pour faire simple, plombier. Pour les filles, plutôt secrétariat. Avec un argument de bon sens et de logique. À l'époque, c'était que le capital culturel de ces enfants, n'étant pas très fort, ils avaient en clair 15 ans, et que mieux vaut les mettre dans des systèmes de formation pour qu'à 18, 19, 20 ans, ils puissent devenir productifs dans la société. Est-ce que cette vision, vous la rencontrez toujours, ou est-ce qu'il y a un mouvement dans la tête de ces conseillers de manière à essayer de détecter Monsieur Abdelkarim El Genfoud pour l'association Oriente-moi? Est-ce qu'il y a un changement dans cette vision de dire on va chercher les capacités quand même des enfants et de les pousser au mieux? D'accord. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier Radio France Maghreb pour cette audition.
France Maghreb 2. Radio France Maghreb 2, excusez-moi. Et aussi l'association Action pour un monde sans frontières pour cet événement qui s'annonce grandiose. Concernant l'orientation, donc c'est un sujet qui fait débat. C'est vrai qu'il y a beaucoup de conseils d'orientation qui cherchent à caser des élèves dans des cases bien précises. Justement, l'association Oriente-moi, c'est une association qui a pour objectif d'orienter les élèves vers leur voie selon leur aspiration et selon leur talent. Donc l'idée, c'est de construire un projet professionnel, un projet d'orientation en travaillant l'orientation comme une matière à part entière. Donc c'est comme si on travaillait les maths, le français, etc. Donc on va faire des recherches sur plusieurs métiers, avec plusieurs activités que je vais présenter juste par la suite. Oui, alors justement, c'est très intéressant parce que Tarek Mami nous expliquait un petit peu le cheminement de l'époque. Finalement, je ne sais pas s'il a véritablement changé, dans le sens où c'est vrai, on a tendance comme ça à chercher la facilité et de trouver des cursus pour les garçons plomberie et tout ce qui est travaux manuels, pour les filles plus du secrétariat. Est-ce que c'est encore d'actualité ça ? Écoutez, moi je les appelais les conseillères de désorientation à l'époque. Pour répondre à cette question de manière très rapide, c'est qu'on a fait un sondage auprès de 60 élèves, donc avec Orly. On a posé une question qui était bien précise, c'était est-ce que vous avez déjà rencontré un conseiller d'orientation ? Si oui, est-ce que vous êtes ressorti avec des réponses concrètes ou pas ? Et donc les élèves devaient répondre. Donc on a 3% d'élèves qui ont rencontré le conseiller d'orientation. Quand ils l'ont rencontré, ils ressortent avec plus de questions que de réponses, malheureusement. Et beaucoup ne rencontrent pas ces conseillers d'orientation parce que justement leurs camarades de classe ou leurs amis leur disent que écoutez, ça sert à rien. Et donc c'est vrai que ces conseillers d'orientation ont une image très très biaisée. Et je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus. Et encore une fois, on a fait un audit et on s'est bien rendu compte qu'il y avait très peu de conseils d'orientation. Moi, pour mon collège, j'avais un conseiller d'orientation pour 2000 élèves. Donc une personne qui va s'imprégner dans chaque cerveau, c'est pas possible. Et je pense qu'il y a vraiment un problème d'effectif au niveau des conseillers d'orientation, justement. Il y a un autre problème, vous qui dirigez donc cette association Oriente-moi, de discrimination structurelle, notamment en termes de projet de carrière, puisque les élèves sont affectés dans des collèges et dans des lycées et pour la continuité territoriale par rapport à leur lieu d'habitation. Et si quelqu'un, par exemple, vient vous voir pour vous dire « moi, je souhaite apprendre en parallèle, non pas la langue anglaise, non pas la langue allemande, mais la langue arabe », vous ne vous retrouvez pas dans le circuit géographique, notamment en banlieue, des lycées, des collèges qui apprennent cette langue. Alors, est-ce que cette préoccupation vous occupe aussi ? Parce qu'il y a des gens qui vont se sentir plus proches de la culture maghrébine, de la culture musulmane, de la langue, et qui pourrait être un élément déclencheur d'une réussite sociale. Tout à fait, il y a un problème géographique déjà. Les élèves qui viennent de banlieue, etc., ont beaucoup plus de problèmes que les personnes qui vivent à Paris même. Ils ont 2 fois plus de preuves à donner pour réussir. On a une membre, par exemple, dans l'association qui a commencé donc à la Courneuve avec allez-y, je vous écoute. Avec un très très bon dossier, donc 18 de moyenne depuis le CP, et donc qui a travaillé dur et qui a terminé à Louis-le-Grand, donc par la suite, et qui aujourd'hui en prépa et qui a atteint une grande école d'ingénieur. Donc voilà. Dernière question, monsieur El Ghafoud, oui, tout à fait. Dernière question. À quelle époque donc se passe cette orientation et qu'est-ce que vous faites pratiquement ? Est-ce que par exemple votre association est capable aujourd'hui d'aller négocier avec différents collèges, différents proviseurs de manière à ce que vous puissiez faire le travail en amont avec l'accord des conseillers d'orientation, avec le proviseur, afin que les enfants ne se retrouvent pas dans une réunion un mercredi après-midi avec une centaine dans une classe et avec 3 profs qui vous donnent 2-3 conseils. Quel travail pratique peut-on faire pour que cette question d'orientation devienne une question individuelle et d'intérêt de chaque élève et non pas une réunion globale dans laquelle on a l'impression que certains font un travail juste pour cocher dans leur programme de l'année. Nous avons fait une réunion d'orientation. D'accord. Alors, l'association Oriente-moi, c'est une des seules associations qui propose des services entièrement gratuits pour les jeunes de la région parisienne. Donc, Oriente-moi, c'est une association loi 1901, but non lucratif. Donc, toutes ces activités sont gratuites.
l'objectif d'orientement, l'objectif principal, c'est d'aider des jeunes qui sont inscrits dans des structures d'aide scolaire. Donc ça, c'est notre cible principale. On prend aussi des personnes individuelles. Pourquoi prendre des personnes qui sont inscrites dans des structures d'aide scolaire? Parce qu'on a déjà des élèves qui travaillent sur leur niveau scolaire, qui sont encadrés par des professeurs volontaires. Ils ont une certaine motivation, etc. Et nous, ce qu'on voudrait donner à ces élèves, c'est un package complet. Donc le package qui comprend l'amélioration des notes scolaires, mais aussi le travail sur l'orientation. Et justement, ce travail sur l'orientation se fait en amont, bien en amont. On travaille dès le collège, dès la 4e, dès la 3e. Donc le discours est différent pour les collégiens et les lycéens. Mais pour les lycéens, on travaille sur des choses beaucoup plus concrètes, donc sur des métiers. Et notre programme, donc on a plusieurs activités. Les 3 activités principales, on a un système de tutorat. Donc on a aujourd'hui 25 tuteurs qui sont répartis dans la région du 95 d'Orly, qui suivent des élèves. Donc ils vont suivre leurs élèves pendant toute une année, en les aidant, en les poussant à faire des recherches, à faire des visites, etc. On a une deuxième activité aussi qui est importante, c'est les ateliers découvertes. On a 5 ateliers par an. Donc on a un atelier toutes les vacances scolaires. Et l'objectif, c'est de faire travailler les élèves sur un métier, quel que soit leur choix. Donc pour qu'ils aient un éventail de métiers dans leur tête et qu'ils puissent faire leur choix en toute connaissance de cause. Et enfin, on a des métiers et des formations. Donc là, c'est des événements publics où on invite toute personne qui souhaite y participer. Alors, ça sera là ma dernière question et je vous demande une réponse très courte parce que le temps de la pub arrive. D'abord, est-ce que vous avez un site internet peut-être à indiquer à nos auditeurs? Et moi, la dernière question que je voulais vraiment vous poser ici, vous savez qu'à France Maghreb 2, on parle sans langue de bois. J'ai eu à rencontrer dans ma petite vie des professeurs qui travaillent dans des quartiers, dans des départements dits sensibles, on va dire. Et la qualité d'enseignement n'est pas la même. On m'a répété, je ne sais pas si c'est vrai, a priori oui, je me suis renseigné, qu'aujourd'hui, un professeur dans le 93, en n'ayant pas la moyenne, peut exercer son métier d'enseignement. Est-ce que vous confirmez ça, vous, de votre côté, dans les départements pour lesquels vous travaillez? C'est une question qui est très, très claire. Donc nous, on travaille pas du tout sur ce domaine, donc sur la partie scolarité, etc. C'est vraiment uniquement l'orientation. Et en effet, c'est vrai que selon les collèges, on peut le constater quand même. Si on peut le constater. Personnellement, je le constate, et c'est vrai que certains collèges permettent à des professeurs qui n'ont pas forcément le niveau d'exercer ce métier. Exemple, avec 5 de moyenne, on peut être enseignant dans le 93. Exactement. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Tout à fait. Voilà. Exactement. Ceci étant votre site internet, peut-être? Tout à fait. On est connecté sur les réseaux sociaux. On est disponible aussi sur internet, donc www.orientement.com. On est sur Facebook, Twitter et LinkedIn. Et on sera à l'événement du 17. Donc on aura un stand avec l'ensemble des bénévoles qui seront présents. Merci d'avoir répondu à nos questions et puis de nous avoir surtout présenté votre association qui, ma foi, est somme toute très intéressante. On va avoir l'occasion pour ceux qui auront la chance de venir le 17 janvier prochain. La question, monsieur Amitouche, c'est pour vous êtes regroupés avec ces différentes associations. C'est pour atteindre quel but, puisque chacune de ces associations a son propre objectif. Pourquoi avoir été chercher ce conglomérat positif pour travailler ensemble, alors que si les objectifs sont complémentaires, elles ne sont pas nécessairement dans le même sens? Alors, pour l'expliquer, en fait, nous, au sein de notre association, on a 3 espaces. On a un espace insertion. Voilà, on a un espace jeunesse et éducation et un espace économie sociale et solidaire. Alors, espace insertion, c'est à travers notre grand projet, c'est un projet, la passerelle de l'insertion. On a travaillé dessus pendant plusieurs années là-dessus. Comme j'avais dit tout à l'heure, en fait, c'est un projet qui cible les jeunes en grande difficulté, en rupture avec la société et avec les institutions. Donc, on est avec des situations très difficiles, très compliquées. Donc ça nécessite en fait qu'on se rassemble autour de cet objectif-là. L'objectif, c'est de les accompagner vers l'emploi, la formation et les stages. Un des membres de l'association Entraide et Solidarité. Bienvenue sur les ondes de France Maghreb 2. Merci à vous. Une courte présentation. Bonsoir à tous, bonsoir aux auditeurs de France Maghreb 2. Merci de nous accueillir ici encore une fois à la table servie. Donc je me présente, je m'appelle Ali, donc je suis le fondateur de l'association Entraide et Solidarité. Entraide et Solidarité est une association islamique d'aide aux démunis sur la ville de Corbeil ainsi que
sur la ville d'Evry et aussi sur Paris le week-end. Donc, Entraide et Solidarité a été créée en 2012 dans la ville de Corbeil-Essonnes. Entraide et Solidarité. Pourquoi cette entraide? Pourquoi cette solidarité? Car au jour d'aujourd'hui, on en voit de plus en plus de personnes dans les rues et ça devient de plus en plus triste. Donc, c'est pour cela qu'on a essayé avec quelques personnes de venir en aide aux nécessiteux dans la ville et en dehors de la ville, car on intervient aussi, comme je disais, dans la ville d'Evry et sur Paris les week-ends, où on a mis en place ce projet qui est le plan Grand Froid. Le plan Grand Froid contient donc à venir en aide à entre 200 à 400 repas les week-ends et 60 repas dans la ville de Corbeil-Essonnes. 60 repas distribués tous les soirs dans la ville de Corbeil. Ali, vous êtes en direct donc sur France Maghreb 2. Qu'est-ce qui vous a fait rapprocher de M. Amitouche et de son association Action pour un monde sans frontières? Tout d'abord, je voulais remercier Monsieur Amitouche ici présent pour son invitation. D'abord, l'action qu'il mène autour des jeunes des quartiers sensibles aujourd'hui de l'Essonne et ainsi que et surtout la ville de Corbeil est un travail magnifique. Pour moi, je l'encourage et je l'encouragerai toujours, car on est tous derrière lui et tous on est jeunes. On est passé par ces quartiers. On a vu tous ces jeunes ou nous-mêmes qui étant perdus dans les quartiers. Donc moi, je voulais l'aider sur le terrain aussi et pourquoi pas à l'avenir prendre avec moi quelques jeunes qui sont qui le suit, enfin que Monsieur Belkacem suit. Les prendre avec moi pour faire cette action qu'on mène aujourd'hui auprès des sans-abri et faire aussi réagir un peu ces jeunes et changer un peu les idées des quartiers, les idées de traîner dehors. Voilà. Allez, vous allez donc être présent le 17 dans cette après-midi intéressante qui parle d'éducation et de jeunesse, je suppose. Le 17 janvier, oui. Vous allez être donc dans l'espace organisé par Monsieur Belkacem, oui, pour donc toucher cette question éducation et jeunesse. Vous allez être présent? Oui, je vais être présent à cet événement, bien sûr, et je serai fier d'être parmi Monsieur Belkacem et représenter surtout ce qui fait, car un travail comme le sien est un travail magnifique. Tout d'abord auprès des personnes et auprès des jeunes qui sont aujourd'hui en difficulté dans les quartiers sensibles. Et c'est pour cela j'irai à cet événement et je soutiens son projet. Merci à vous. Nous sommes en direct, donc toujours à partir du restaurant. La table servie. Bel endroit, Tarek. On peut le décrire un peu à nos auditeurs, non? Tout à fait. On le décrira tout à l'heure parce que nous recevrons le responsable du restaurant qui parlera de ça mieux que moi. Et nous sommes surtout dans le cadre de la préparation donc, de cette journée du 17 janvier qui va parler éducation et jeunesse musulmane. À la limite, quand on a ce genre de sujet, les intervenants deviennent quelque part secondaires parce qu'ils sont un porteur de messages, un porteur d'expérience. Mais c'est le thème qui les réunit, qui nous intéresse, ce thème de l'éducation, qui est un droit à l'insertion, bien sûr, pour tous, et cette éducation face à la situation réelle que rencontre la jeunesse musulmane en France. Et comme M. Belkacem, donc président de l'association pour un monde sans frontières, n'a pas de frontières dans son mode de fonctionnement. Il a donc l'association Oriente-moi, l'association Work pour le travail. Et nous avons donc comme nouvel invité qui rejoint la table, le studio de France Maghreb 2, M. Djamel Riazi. Je vais la faire simple. Vous êtes responsable d'une mosquée ici, donc dans l'Essonne et dans l'Île-de-France en général. Monsieur Djamel, la question est directe. Comment voyez-vous cette jeunesse de culture ou de pratique religieuse musulmane dans sa sphère aujourd'hui en France? Cette jeunesse qui est une jeunesse française, née en France, qui n'a pas à s'intégrer à son pays, mais qui se trouve peut-être ballottée entre deux modes de fonctionnement psychologique, culturel
comment vous les voyez au quotidien et quels instruments vous utilisez pour qu'ils se sentent à la fois proches de ce que vous avez comme discours citoyen et du pays dans lequel ils vivent. Bismillahirrahmanirrahim. La question, elle est très importante. Pourquoi ? Parce que la jeunesse musulmane ici en France, elle est, je crois, de 4e ou 5e génération. Donc, on les envoie plus à leur origine. On ne dit plus Mohamed, français d'origine. Ça, faut l'enlever. La jeunesse musulmane, elle fait un travail énorme sur le terrain. Malheureusement, les médias ne les montrent pas, mais il y a énormément de travail de la part de ces jeunes, soit dans le domaine social, le domaine économique ou le domaine éducatif aussi. Ce mélange de culture, disons. Alors, il y a deux choses. Soit on va le chercher dans la religion, qui est la source principale de notre jeunesse musulmane. C'est-à-dire que nous observons et nous avons remarqué qu'il y a 2000 ou pratiquement 3000 mosquées. Dans chaque ville, il y a une mosquée et la seule source, le seul endroit où on peut puiser ou prendre cette éducation, cette culture, c'est bien la mosquée. Ce que je déplore, autant moi le premier qui est responsable, ce que je déplore dans la communauté musulmane et dans les mosquées où vont ces jeunesses-là, c'est que nous n'avons pas cherché, nous n'avons pas trouvé la fameuse solution pour ces jeunes-là. C'est-à-dire que la question qui se pose, et on la pose même entre nous musulmans, on dit c'est vrai qu'on a un problème de jeunesse. Un problème de jeunesse dans les cités, un problème de jeunesse dans les quartiers. Il y a des quartiers où il y a la sécurité, il n'y a pas de sécurité, même la police ne peut pas rentrer, les pompiers ne peuvent pas rentrer. Et malheureusement, nous, en tant que responsables, les responsables de mosquées, restent spectateurs. Et on n'a pas ramené une solution pour ces jeunes-là. Et on a laissé la solution de l'État. Que ce soit une solution politique, solution sociale, solution éducative. Mais on a remarqué que la plupart de ces solutions ont échoué. La preuve, ce qui s'est passé hier à Paris, le massacre à Paris, c'est dû à ça. C'est dû à une jeunesse qui est un peu perdue et soit l'enseignement de l'islam, il a été pratiquement empoisonné, c'est-à-dire que ce n'est pas l'islam, ou de l'autre côté, je ne sais pas d'où ils peuvent prendre ou s'éduquer. Et c'est ça, c'est le rôle maintenant, vu que le système républicain, système français républicain a échoué. Je peux dire que maintenant, c'est au tour des responsables religieux, des responsables de mosquées, d'intervenir et de trouver une solution. Une solution comment ? Je vous poserai la question après la pause pub. Et la question, est-ce qu'il n'aurait pas fallu que les responsables musulmans appellent hier à une manifestation sans avoir à attendre que ce soit les partis politiques de ce pays qui appellent à cette manifestation ? En qualité de citoyen pour tous. Publicité de retour sur le studio de France Maghreb 2. Et si jamais, donc je vous laisse le temps de réfléchir à cette question qui, moi, m'interroge. Et donc, je repose la question à M. Riazi. Comment ça se fait que les responsables religieux musulmans ne prennent pas d'initiatives qui doivent être perçues par la société française comme des initiatives citoyennes et non pas comme des initiatives religieuses? Et par exemple, hier, est-ce qu'il n'aurait pas fallu que certains responsables de cette communauté musulmane qui se présentent comme responsables appellent eux en premier à cette manifestation de leurs coreligionnaires dans leur qualité de citoyens et non pas dans leur qualité de membres d'une communauté religieuse? J'ai l'impression que, je ne vais pas jeter la pierre sur ces responsables, mais j'ai l'impression qu'ils sont timides.
Et j'ai l'impression... Ils sont tétanisés. Par leur timidité, ils vont prendre tout le monde. C'est-à-dire, ils ne sont pas dans le coup, ils ne sont pas sur le terrain. Et j'ai l'impression que les musulmans, vu qu'ils voient leurs responsables pas sur le terrain, nous aussi, les citoyens lambda, c'est-à-dire les musulmans lambda, n'est pas sur le terrain. On est hors coup. Et c'est ça on envoie une image, autant, sans parler de l'islam, sincèrement, moi j'ai envie de parler autant que citoyen français, autant qu'humain, je vis dans une société où je dois, moi quand on me dit la France tu l'aimes ou tu la quittes, non, moi la France je l'aime et je vais essayer de la développer, je vais essayer d'avancer et d'apporter quelque chose, que ça soit économique, que ça soit culturel. Il faut que moi, autant que musulman français, je dois apporter quelque chose à cette France. La France qui a échoué dans sa politique sociale envers les jeunes, je dois, moi, autant que musulman français, je dois apporter quelque chose qui remplace ça. Et c'est ça. Malheureusement, les institutions musulmanes, j'ai l'impression, j'ai envie de dire, nous avons le choix entre la peste et le choléra. J'ai envie de dire que nous avons le choix entre soit ne rien dire ou d'avancer chez le Romi. Alors, quelquefois, on a envie de dire je fais rien, je reste comme ça, spectateur. Encore un ami, hein. Ouais, déjà qu'on est amis avec lui. Merci en tout cas, Jamel, et bravo pour votre message parce que c'est vrai qu'il a le mérite en tout cas d'être positif. Et on comprend le lien qu'il y a avec l'association APMSF en vous écoutant, Jamel. Et vous serez présent évidemment le 17 janvier. Et on aura, parce qu'on sera partenaire de cet événement, et on sera installé sur place pour faire vivre à nos auditeurs qui habitent loin, à Marseille par exemple. Et on reposera la question à Jamel et à d'autres. À M. Belkacem, pourquoi ce lien? On a eu l'orientation, on a eu le travail. Pourquoi cette dimension spirituelle? Voilà, pourquoi, effectivement. Alors, très rapidement, moi je vous disais tout à l'heure, on est sur un environnement où 9 sur 10 des jeunes que nous on rencontre, c'est des musulmans. Ouais. Vous savez, pour parler aux mosquées, pour changer un peu les pratiques et les idées des uns et des autres, on a besoin d'un imam qui peut leur parler le langage adapté. Nous, on est des éducateurs. Voilà, on connaît pas ce langage, on peut pas l'utiliser avec les jeunes. Mais aujourd'hui, on a quelqu'un qui parle, on a des projets avec les mosquées. Je vous donne un titre d'exemple, vraiment un exemple très court. Un jeune qui cherche un stage depuis 6 mois, qui est en très grande difficulté, en mécanique auto, en alternance. On a cherché partout pour lui. On est arrivé dans une mosquée où il y a 1500 personnes dans une Jumu'ah. On a dit, attendez, pourquoi Rabbi nous rassemble? Il faut réfléchir, les frères. Qu'est-ce qu'il y a? Le concret, il est où? On a fait la petite annonce. Il y en a au moins 5 patrons ils ont dit, on est là pour le prendre, ce petit. Pourquoi il galère comme ça? Voilà, ils sont là, ils l'ont pris. C'est ça la force des musulmans. Être, pas hors jeu, être vraiment dans la société, jouer un rôle important. Maintenant, ils l'ont fait. On s'est dit, mais il y a vraiment quelque chose à développer avec la communauté musulmane. Et c'est pour ça, on a dit, les jeunes musulmans, les 9 là, sur 10, qui sont en difficulté, il faut qu'on s'occupe d'eux. Il faut que les musulmans prennent l'initiative et s'occuper de ça. En tout cas, ce qui est intéressant dans tout cela, et depuis ce que l'on vit avec vous, Belkacem, à Mitouche, et c'est vrai que cette émission, elle était importante, histoire de découvrir un petit peu votre environnement au travers de votre association. On s'aperçoit que aucun aspect n'est laissé au hasard et n'est laissé de côté. Et c'est ça qui est intéressant. De l'orientation avec l'association Oriente-moi, avec Nadia aussi qui a sa part du gâteau évidemment, la vôtre en tant qu'éducateur et sur le terrain, et l'aspect religieux qui est extrêmement importante. Ô combien importante, et on le verra d'ailleurs au cours de cette conférence avec Tariq Ramadan qui a certainement beaucoup de choses à nous dire là-dessus. Il nous reste très peu de temps. On va peut-être accueillir le maître des lieux qui va nous parler de cet endroit où nous sommes en direct ce soir. La table servie, très bon restaurant à Corbeil-Essonnes. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci à vous. Bienvenue. Alors il paraît, j'ai eu l'occasion d'y goûter, mais il paraît qu'on mange très bien chez vous. C'est ce qui se dit. Alors qu'est-ce qu'on peut y retrouver? Donnez-nous envie parce que là, je vous avoue qu'on a une longue journée derrière nous et on commence un petit peu à avoir faim. Alors donnez-nous un petit peu envie. Voilà, pour présenter brièvement le restaurant La Table Servie, c'est un restaurant qui existe depuis 2 ans à Corbeil-Essonnes. Ce qu'on propose à la carte, on propose aux gourmets, on propose aux musulmans de pouvoir manger halal et en même temps goûter un petit peu à la gastronomie, tout ce qui se fait de la cuisine française. Ouais. On peut retrouver du chèvre chaud, on peut retrouver des noix de Saint-Jacques, on peut retrouver du filet de bœuf, on peut retrouver des desserts tels que le fraisier pistache, la brioche du chef, etc. Et donc nous, on est restaurateur on a ouvert depuis 2 ans et on propose une cuisine française. On essaye de satisfaire tous les gourmets. Et votre clientèle, c'est quoi? C'est principalement des musulmans ou c'est vraiment
tout le monde qui vient. Et ça permet aussi quelque part à tous ces musulmans qui consomment halal, et il y en a beaucoup, de pouvoir accéder, goûter aussi ces fameux plats dont on nous vante les mérites un petit peu à droite à gauche, la cuisine française tout simplement, de la découvrir. Voilà. Bah justement, nous en fait on a eu ce projet-là, on a ouvert ce restaurant-là parce que dans le 91, dans le sud de l'Essonne, il y avait très peu de restaurants qui proposaient ce type. Je confirme. Ce type de plat. Ouais. Donc on a voulu faire découvrir à la communauté, aux musulmans et à ceux qui mangent halal, une cuisine variée, une cuisine française, une cuisine qui soit gastronomique et traditionnelle, et pour pouvoir toucher le plus de personnes possible. Est-ce que vous pourriez, et là c'est un petit moment de pub, là, donc profitez-en, peut-être donner votre adresse, coordonnées pour les gens qui veulent venir faire un petit tour à Corbeil-Essonnes, parce qu'il y a des beaux quartiers à Corbeil-Essonnes à découvrir. Et puis il y a un bon restaurant, donc il y a des centres commerciaux un petit peu partout autour là. Vos coordonnées pour que les gens et les auditeurs puissent venir découvrir et goûter votre succulente cuisine inscrite. Donc le restaurant, il s'appelle le restaurant La Table Servie. La Table Servie, on a choisi ce nom-là par rapport à la sourate et au Coran. Voilà, on a choisi Al-Maïda, voilà, la sourate 5 du Coran. Donc le restaurant, il se trouve à Corbeil-Essonnes, au 75 boulevard de Fontainebleau. Ouais. Les coordonnées, c'est le 01 60 90 0003. 01 60 90 0003, et vous pouvez nous suivre sur le site internet ou sur le Facebook, sur notre page La Table Servie. Vous savez qui m'a recommandé votre restaurant? Notre imam Mohamed Bajrafil, qui connaît très bien votre restaurant et qui m'a dit on y mange superbement bien. Ah, c'est notre habitué, c'était un de mes professeurs. Voilà. Eh bien, et écoutez, je le salue au passage. Eh bien, écoutez, oui, je vous en prie, Tarek. Donc, on a besoin de nourriture terrestre et de nourriture spirituelle. Avec Mohamed Bajrafil, nous avons la nourriture spirituelle, et nous allons recevoir donc le responsable de la communication de cette contre, il nous reste association. 2 minutes. Donc, il nous reste 1 minute 30. Ouais, je sais, minute 30, je suis le mouvement Cheikh Medjed, Action pour un monde sans frontières, puisque le journal va tomber dans 1 minute 30. Alors, je vous accorde la dernière minute pour inciter les auditeurs qui écoutent la radio de venir samedi 17. Qu'est-ce qu'on leur dit pour leur donner le goût et l'envie de venir? Alors tout d'abord, salam alaikum. Salam alaikum aux éditeurs de Radio France Maghreb 2. Alors en fait, pour suivre l'actualité de l'association, il existe différents moyens. Tout d'abord, le site internet apmsf.org, auquel vous aurez accès au programme de la soirée, une série d'informations qui répondront à vos interrogations, la possibilité de faire des dons en ligne aussi pour l'association APMSF, et également participer au grand jeu concours en partenariat avec France Manasik et tenter de remporter un voyage pour 2 personnes à une Umrah. Vous avez également la page Facebook, donc c'est facebook.com/apmsf.org. Donc tout attaché. Et vous allez également dans la partie événements sur Facebook, où vous verrez qu'il y a déjà pas mal de choses, pas mal d'informations qui ont déjà été diffusées. Voilà. Vous tapez Tariq Ramadan et Edwy Plenel. Rendez-vous justement le 17 janvier à Brétigny-sur-Orge sur Facebook. Et on remerciera Haj Google qui répondra quand on fera l'association des dons. Non, Tariq Ramadan et Edwy Plenel. Un numéro de téléphone à retenir, 01 78 05 42 97, 01 78 05 42 97, pour pouvoir s'inscrire et venir à cette journée du samedi. Merci à vous, Sibel Kassem, merci à tous les invités. Christophe Fro. Merci à vous tous. Merci à Medjed pour la partie technique et à toute l'équipe de France Maghreb 2 qui a permis cette belle émission. Merci beaucoup, Medjed. À vous les studios. À et bientôt. À demain. Merci beaucoup.